Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le ministère de la Justice dément catégoriquement vouloir légaliser la gestation pour autrui, mais l'opposition estime au contraire que le gouvernement tente de passer en force après la circulaire Taubira pour faciliter la naturalisation d'enfants, de mères porteuses. Le débat s'enflamme sur ces questions sensibles. Des sujets au cœur de la mission de notre invité. C'est le président du Comité national d'éthique, Jean-Claude Amezen, dans un instant. Il ne faut pas céder à la panique, a lancé la ministre de la Santé Marisol Touraine, alors que l'Agence du médicament a décidé la suspension d'ici 3 mois de la commercialisation de Diane 35 et de ses génériques fabricants de ce traitement. Les laboratoires Bayer se disent étonnés de cette décision et rappellent que Diane 35 existe depuis plus de 25 ans. De son côté, l'avocat des victimes déplore une nouvelle affaire, Mediator. Et puis ils ont dans leur grande majorité voté pour François Hollande et pourtant ils seront dans la rue demain pour manifester leur impatience. Les fonctionnaires comptent bien rappeler au président de la République ses promesses de campagne en termes de rémunération et d'effectifs dans la fonction publique, mais en ces temps de disette budgétaire, leur doléance risque de rester lettre morte. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il n'en fallait pas plus pour enflammer un débat déjà très passionné. Dans une circulaire, la ministre de la Justice demande aux juridictions de délivrer des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger d'un père français et d'une mère porteuse. La droite dénonce aujourd'hui la légalisation de fait de la gestation pour autrui. Christiane Taubira le nie catégoriquement. On l'écoute. Je rappelle que parmi les principes d'ordre public du droit français se trouve le principe d'indisponibilité du corps humain. Il est inscrit à l'article 16 du Code civil. Monsieur Gosselin. Et vous me fournissez l'occasion de réaffirmer formellement ici que ce gouvernement s'est déjà prononcé et confirme qu'il est absolument opposé à la GPA et qu'il ne l'ouvrira pas. Et justement, on va s'arrêter un instant ce soir sur la gestation pour autrui. La GPA, c'est une méthode d'assistance médicale à la procréation qui fait intervenir une mère porteuse consentante, bien sûr, pour porter l'enfant d'un autre couple. Cette technique interdite en France avait été, vous allez le voir, une option étudiée il y a déjà 5 ans au Sénat, où l'on trouve des élus favorables de tous bords politiques. Les explications de Fabrice Cunet. Le Sénat s'est penché sur la question de la gestation pour autrui en 2008. À l'image de ce déplacement à Londres, les sénateurs de toutes tendances politiques ont mené une vaste enquête. Alain Milon en était alors le co-rapporteur. Des mois de travaux pour finalement obtenir un consensus. Après les auditions, après un voyage en Angleterre, nous sommes arrivés à la même conclusion, au même rapport, la nécessité d'envisager la mise en place d'une loi sur la gestation pour autrui sur le territoire national, afin de protéger et les parents biologiques et les mères porteuses de dérives que l'on rencontre en particulier, surtout en Europe de l'Est. Michel André présidait cette mission. À l'époque, Assemblée nationale et gouvernement rejetteront la proposition de loi. 5 ans plus tard, les peurs et les réticences sont toujours présentes. Mais pour elle, le débat sur la GPA est inévitable. C'est un débat où il y a de l'éthique, où on parle d'argent, où on parle de sexualité, ou plutôt de son absence, puisqu'on peut concevoir un enfant sans avoir de relation charnelle avec un autre, ce qui est quand même ça la vraie révolution. C'est un sujet sensible. Mais ce n'est pas un sujet clivant, droite-gauche. Voilà, c'est tout, il faut le remettre à sa place. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui demande une réflexion qu'on n'a pas toujours le temps de faire, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Le gouvernement n'a pas cessé de le répéter, la circulaire Taubira ne cache pas une prochaine loi sur la GPA. Au Sénat, et loin des clivages politiques, certains le regrettent. Et puis en plein débat sur le mariage pour tous, c'est un autre sujet de société qui a ressurgi dans l'actualité, le droit de vote des étrangers, engagement de campagne de François Hollande, remis au goût du jour par Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre affiche sa détermination et veut surtout aller vite pour présenter un projet de loi. Mais il faut d'abord rassembler sa majorité, ce qu'il tente de faire en se montrant, vous allez le voir, très à l'écoute des parlementaires. Mathilde Bélanger.
2013, nouvelle année pour le gouvernement Ayrault et nouvelle ère dans ses relations avec la majorité. Fini les fâcheries avec les élus communistes et écologistes. Désormais, le Premier ministre mise sur le dialogue et multiplie les rencontres avec les parlementaires, une main tendue appréciée de ces derniers. Nous avons eu l'occasion aussi également de nous interroger sur la réalité de la place pour les politiques écologistes au sein du gouvernement. Donc les discussions ont parfois même été vives et incontestablement depuis la fin décembre, il y a un renouveau de la qualité déjà globale entre le gouvernement et le Parlement et incontestablement aussi entre le gouvernement et les écologistes. Un changement de climat qui coïncide avec l'arrivée de nouveaux gros dossiers sur la table. Mariage pour tous, réforme territoriale ou encore accord sur le travail. Le gouvernement veut s'assurer des soutiens solides, mais surtout compter ses troupes. Tout ça est très cordial, tout ça a été très sympathique, mais pour l'heure, nous n'en sommes pas encore à travailler en amont des projets de loi. On vient souvent nous consulter pour savoir quels seront nos votes sur tel ou tel texte, mais on ne vient pas nous voir pour travailler avec nous. Hier, Jean-Marc Ayrault a annoncé une série de consultations sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Il rencontrera dans les prochaines semaines tous les groupes parlementaires sur ce sujet. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, invite les femmes à ne pas céder à la panique après la suspension du médicament Diane 35 par l'Agence du médicament. Plus de 300 000 Françaises sont concernées. Elles sont invitées à ne pas arrêter brutalement de prendre le Diane 35 impliqué dans des thromboses et auquel 4 décès sont imputés aujourd'hui. Le laboratoire Bayer se dit surpris en rappelant que Diane 35 est commercialisé dans 116 pays dans le monde. Les explications avec Jérôme Rabier. De nombreux médecins et élus le réclamaient depuis plusieurs jours. L'agence du médicament a fini par obtempérer. L'antiacnéique Diane 35, largement prescrit comme contraceptif par les médecins, sera prochainement retiré du marché après 25 ans de commercialisation. Nous avons décidé aujourd'hui de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament Diane 35, car il n'est indiqué que dans le traitement de l'acné. Et les données d'évaluation de bénéfices-risques que nous rendons publiques et transparentes aujourd'hui montrent qu'il y a un niveau de risque plus important que les bénéfices qu'on pourrait attendre dans l'acné. Appelée à enfin prendre position sur le sujet, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, est sortie de son silence. Elle appelle les femmes prenant ce traitement à ne pas céder à la panique et précise les modalités de cette interdiction. On ne le trouvera plus dans les pharmacies dans 2 mois, que d'ici là, on demande aux professionnels de santé de ne plus prescrire la Diane 35 et que les pharmaciens ne procéderont qu'à des renouvellements très limités de ce médicament. La France est l'unique pays à prendre une telle mesure sur les 116 États où le médicament est distribué. Un isolement que le groupe Bayer, qui commercialise le produit, n'a pas manqué de souligner pour dénoncer cette décision rapide. Le président François Hollande a annoncé il y a quelques jours son intention de saisir le comité consultatif national d'éthique au sujet de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, aux couples de femmes. Cette PMA devrait être examinée dans le cadre de la loi sur la famille programmée par le gouvernement pour la fin du mois de mars. On en parle avec notre invité, c'est le président de ce comité national d'éthique. Il est également médecin, chercheur, professeur d'immunologie, Jean-Claude Amezen. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors d'abord, est-ce que vous avez été saisi justement comme prévu par le président au sujet de la PMA? Alors pour l'instant, pas encore. Et je pense que ça a été une nouvelle indirecte. C'était le président de l'UNAF qui, après un entretien avec le président de la République, a annoncé que le président lui avait fait part de son intention de nous saisir. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de saisine officielle. Il va sûrement le faire comme annoncé. Est-ce que cela vous aurait déçu, voire peut-être choqué sur cette question sensible que vous ne soyez pas saisi? Parce qu'il faut quand même préciser que le président n'est pas contraint de le faire. Absolument, absolument. C'est une question qui est importante parce qu'il se trouve que la semaine dernière, jeudi dernier, lors d'une de nos réunions plénières, nous avions réfléchi à cette question et nous avions décidé de nous auto-saisir. Non pas de cette question précise de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes, mais de la question très générale des éventuelles indications sociétales de l'assistance médicale à la procréation. Donc il y a la question évidemment des couples de femmes, il y a la question des couples de même sexe, il y a la question des femmes célibataires, et puis il y a la question qui, depuis la loi relative à la bioéthique de 2011,
s'est posée, qui est une nouvelle, qui est une avancée technique, ou en tout cas l'autorisation d'utiliser en France cette avancée technique, qui est ce qu'on appelle la vitrification des ovocytes, c'est-à-dire une congélation très rapide à très basse température, qui permet de les maintenir dans un excellent état. Et donc, il est actuellement autorisé de conserver pour une femme ses ovocytes de cette manière, lorsque par exemple elle a un traitement anticancéreux qui risque d'atteindre sa fertilité, ou lorsqu'elle fait un don d'ovocytes. Et la question qui se pose actuellement, et qui se pose de plus en plus, qui est posée par certaines femmes, c'est quand une femme a 30 ans par exemple, et qu'elle se dit que peut-être qu'elle n'envisagera d'avoir un enfant que tardivement, à un âge où la fertilité devient très faible, vers la quarantaine, est-ce qu'elle pourrait conserver ses ovocytes dans l'éventualité d'une assistance médicale à procréation? Donc c'est encore une question, je dirais, d'une autre indication, parce que jusqu'à maintenant, l'indication de l'assistance médicale à procréation, c'est une stérilité au moment où elle se pose. Donc ça... Toutes ces questions sont assez larges. Et vous y travaillez déjà, donc si j'ai bien compris, donc sur la PMA, vous vous êtes auto-saisi, vous avez donc commencé vos travaux, vos réflexions, mais vous devez rendre un avis, j'imagine, avant l'arrivée du texte, c'est-à-dire avant fin mars. Est-ce que vous serez prêt? Alors, le comité consultatif en général, vous savez, c'est pas un comité d'experts, c'est un comité de 40 personnes dont une minorité sont des biologistes et des médecins et une majorité des anthropologues, des philosophes, des sociologues, des juristes. Donc la réflexion a l'avantage d'être véritablement au-delà des disciplines, de s'élaborer de manière très ouverte. Ça prend en général du temps. Jean-Claude Amezen, si les débats durent plus longtemps, ça veut dire que le gouvernement attendra quand même votre avis et qu'il pourrait donc remettre la PMA à plus tard et peut-être même la découpler de la future loi sur la famille. C'est de toute façon le calendrier des pouvoirs publics ou du législateur, je veux dire, ne dépend pas de nous. Donc si nous recevons une saisine avec une demande de la traiter rapidement, nous ferons évidemment de notre mieux pour la traiter rapidement. Vous ne croyez pas que le gouvernement vous pousse à prendre tout votre temps? Ça lui enlèverait une épine dans le pied si vous tardez sur cette PMA qui divise la majorité? Je ne crois pas. Quand le président de la République nous a saisis à la mi-janvier sur la question de la fin de vie, après la remise du rapport de Didier Sicard, le délai qu'il nous a demandé de tenir était de 3 mois. Donc vous voyez qu'une réflexion approfondie du comité, un délai de 3 mois est quelque chose de raisonnable. Donc je pense qu'on peut répondre plus vite. Mais je crois que cette question mériterait, en tout cas ça serait mon souhait personnel, mériterait une réflexion plus large et plus approfondie. Donc plusieurs mois éventuellement. Voilà. Mais si on nous pose une question, si le président de la République nous pose une question encore une fois précise avec un calendrier précis, eh bien nous répondrons à cette question. Sur cette PMA, le comité d'éthique s'était montré plutôt réservé déjà il y a quelque temps, c'était en 2009, lors des états généraux de la bioéthique. Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis de l'avis de ce comité? Alors, un avis du comité sur la PMA, c'est relativement ancien. Vous savez que c'est assez... On vit aujourd'hui, on est l'année du 30e anniversaire de la création du comité consultatif national d'éthique. Et une des raisons pour lesquelles il a été créé, c'est la naissance d'Amandine. Donc, c'est l'assistance médicale à la procréation, la première assistance médicale à la procréation, fécondation in vitro en France. Donc, le réfléchir sur le fond aux questions générales et globales posées par l'AMP en cette année, c'est quelque chose qui mérite sans doute d'être fait. Docteur, est-ce que vous-même, votre avis, il est forgé, définitif sur la question? Non, et c'est pour ça... Ne me donnez pas, mais est-ce qu'il est... Non, et c'est pour ça je pense que, vous savez, les travaux du comité consistent, quel que soit... On a tous des idées, a priori, sur un sujet, qu'elles soient bien établies ou légèrement établies. Tout le travail du comité consiste à s'écouter les uns les autres, et puis à rentrer dans un voyage qui nous mène vers la réflexion la plus ouverte et la plus originale possible. Vous écoutez les uns les autres, mais est-ce que vous écoutez aussi et vous tenez compte des réserves des Français pour qui la PMA c'est d'abord destiné à résoudre des problèmes, vous l'avez dit tout à l'heure, de fertilité, et là c'est tout à fait autre chose, finalement ce sont des choix de vie. Voilà, et donc vous savez que lors de la révision de la loi de bioéthique à l'été, il y a eu des états généraux à l'été 2009. Les citoyens s'étaient prononcés sur cette question en particulier, et ils avaient un avis négatif, ils avaient un avis très ouvert sur l'adoption. Ils demandaient aux législateurs de voter rapidement une loi pour permettre l'adoption par tous les couples. Ils avaient un avis réservé et négatif sur l'AMP pour les raisons que vous évoquez. Donc je crois que la vraie question de fond qui mériterait à la fois non seulement une réflexion du comité, mais sans doute une réflexion sociétale des états généraux, c'est véritablement jusqu'où et dans quelle mesure on peut imaginer que l'assistance médicale à la procréation pourrait intervenir dans des champs qui ne sont pas
classiquement et purement médicaux. Donc pour des raisons sociétales, pour des raisons de désir. Vous savez, le psychiatre François Ansermet, le psychiatre suisse, dit que certaines questions aujourd'hui de l'assistance médicale à la procréation sont des questions où le désir croise la science. Et donc c'est une façon de formuler cette question profonde sociétale. Est-ce que la médecine doit y répondre ? Est-ce que la médecine ne doit pas y répondre? Est-ce que l'assurance maladie doit couvrir ces dépenses? Ou est-ce qu'il faut considérer, même si on l'autorise, que ça n'est pas une question prioritaire de santé publique? Ce sont vraiment des questions auxquelles vous allez devoir répondre en si peu de temps. C'est un challenge, c'est un défi. Alors il y a aussi cette polémique, Jean-Claude Amezen, autour de la gestation pour autrui, interdite en France. Selon vous, est-ce qu'on peut naturaliser les enfants nés de la GPA à l'étranger, donc de mères porteuses, et en même temps continuer à interdire cette pratique en France au nom de l'éthique? Je crois que la question que vous posez est importante. Il y a, à ma connaissance, je veux dire, le problème important est que ce que l'on réprouve, par exemple chez des parents, ne doit pas retentir sur les enfants en termes de stigmatisation. Donc comment est-ce qu'on peut dissocier le fait que nous considérons que la GPA actuellement, dans le cadre de la loi, et c'était l'avis du Comité consultatif national d'éthique il y a 2 ans, ne devrait pas avoir lieu. Nous sommes dans une Europe où la libre circulation des personnes est autorisée. Est-ce que nous pouvons faire en sorte de décourager ou pas cette pratique par des citoyens français dans d'autres pays? Ce qui me paraît important, et je crois que c'est ce que dit cette circulaire, c'est en tout cas de ne pas faire porter aux enfants le poids de ce que l'on reprouverait dans la conduite des parents. Donc c'est ce souci qui me paraît important. L'autre question importante, c'est comment nous habituer et forger une réflexion et des pratiques, encore une fois avec cette contradiction apparente. Chaque pays décide de ce qu'il considère comme le plus souhaitable, et d'un autre côté, nous avons une libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Lorsqu'on doit se prononcer sur de tels sujets, PMA, GPA, d'éthique, pour forger votre réflexion éthique, si je peux dire, quels critères entrent en compte dans le choix des membres de votre comité, dans votre choix vous? Est-ce que c'est l'avancée des connaissances, les interrogations de la société, les croyances peut-être, le parcours, les données personnelles, tout? C'est tout le point important, si vous voulez, c'est qu'il y a un certain nombre de... Le Comité consultatif national d'éthique est le premier comité qui a été créé au monde. Et donc, il y a l'idée qu'un certain nombre de principes universels, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration de la bioéthique et des droits de l'homme de l'UNESCO, etc., au fond, fondent et décrivent les droits et le respect qu'on doit porter à la personne. Après, la question, c'est en fonction de tous les critères que vous évoquez et d'autres. Mais vous, personnellement, alors, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance de votre choix, au dernier moment? Je dirais que c'est une articulation qui est toujours complexe entre la liberté et la solidarité. Une liberté qui ne consiste pas à abandonner la personne en lui disant vous êtes libre, mais peu importe ce qui vous arrive, c'est à vous de vous débrouiller. Et une solidarité qui n'étouffe pas les personnes et qui ne dise pas c'est parce que nous vous aidons que nous ne vous permettons pas de vous exprimer. Donc comment, dans chaque cas, articuler le mieux cette liberté, comment inscrire la liberté comme un des devoirs ou un des buts de la solidarité. Pour finir, votre comité réfléchit sur la procréation, les naissances. Il réfléchit aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la fin de vie finalement. Vous vous intéressez aux gens, tout simplement avec une constante, le respect de la personne. Tout à fait. C'est ça qui guide votre comité? Absolument. Merci beaucoup, Jean-Claude Amezen, d'avoir été notre invité. Je vais aussi préciser le titre de votre dernier livre, intitulé « Sur les épaules de Darwin, les battements du temps ». C'est aussi le titre de votre émission sur France Inter, une émission très appréciée par de nombreux auditeurs. Merci d'avoir été notre invité. Merci. La suite du 22h est dans un instant notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Sophie Normand. Le Conseil d'État donne raison à GDF Suez et ses concurrents. Les professionnels du gaz contestaient plusieurs arrêtés gouvernementaux limitant les tarifs du gaz en 2011 et 2012. Le Conseil d'État vient de les annuler. Une décision qui coûtera en moyenne 23 € supplémentaires pour un ménage se chauffant au gaz. Le règlement de cette somme devrait être étalé sur 1 an et demi. 18 mois de prison ferme pour 2 anciens médecins et leurs collègues radiophysiciens de l'hôpital d'Épinal. Le verdict est tombé aujourd'hui au procès du plus grave accident de radiothérapie recensé en France. La culpabilité a été prononcée. C'est important, ça fait date parce qu'en matière de santé publique, on entendait une petite musique là récemment qui disait il ne faut plus poursuivre.
pénalement les responsables des fautes en matière pénale, en matière de santé publique. Eh bien, s'il faut les poursuivre lorsqu'ils ont gravement fauté, c'était le cas, ils ont été condamnés, la culpabilité est importante. Entre 2001 et 2006, près de 450 patients de l'établissement ont été victimes de surdoses de radiation. 12 en sont morts. À 208 voix contre 131, le Sénat a adopté, contre l'avis du gouvernement, un texte de loi qui crée des zones de protection renforcées contre le loup. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu, d'éradiquer le loup de nos territoires. Il s'agit au contraire d'une loi de bon sens et d'équilibre qui protège le loup là où il doit vivre et l'agropastoralisme là où il doit subsister. Un débat passionné où les élus de tous bords ont évoqué la détresse des éleveurs attaqués. Éradiqué dans les années 30, le loup est réapparu dans le Mercantour en 1992. Leur nombre est évalué à 250 en France. Paris appelle Bamako à dialoguer avec les populations nordistes et les groupes rejetant le terrorisme. Objectif, trouver une issue politique au conflit. Après la reprise de Gao et de Tombouctou hier, les soldats français sont aujourd'hui positionnés à Kidal, dernière grande ville du nord du Mali sous contrôle de groupes armés. Mais l'armée française est bloquée dans son avancée par une tempête de sable. Kidal, fief d'Ansardine, groupe islamiste lié à Al-Qaïda, qui avait multiplié les exactions ces 9 derniers mois. Le Mali toujours avec Cabu dans le canard enchaîné qui revient sur cette progression fulgurante de l'armée française dans le pays. Sans grande résistance, les soldats français reconquièrent peu à peu le nord du Mali, à une vitesse telle que le dessinateur se demande jusqu'où ils iront. Deux thèmes au menu de notre club d'éditorialistes ce soir, le sociétal et le social. Nous allons d'abord parler de la tourmente sociale des salariés de Renault, Peugeot, Sanofi et d'autres qui se battent pour leurs emplois et, de notre côté, la mobilisation à venir demain des fonctionnaires. Et puis nous évoquerons la force du symbole des réformes sociétales, mariage pour tous et peut-être à venir droit de vote des étrangers, des réformes qui permettent aussi au pouvoir de rassembler sa gauche. Nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir Sonia. Rédacteur en chef et chef du service politique du Figaro. Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef au Nouvel Observateur. Avec nous également Jean-Louis Gombaud, rédacteur en chef de l'analyse économique. Tout le monde est rédacteur en chef. Et Hervé Baudry, rédacteur en chef de nos caricatures dans le 22h. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Tout le monde est promu ce soir. Alors messieurs, d'abord la tourmente sociale, Jean-Louis Gombaud. On constate des mouvements, des débrayages, des tensions sociales, mais pas de grands mouvements. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de grande issue, en tout cas visible pour le moment. C'est-à-dire que les gens sont plutôt dans le désarroi que dans la mobilisation générale. Le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que la crise s'est assoupie. Je ne dirais pas qu'elle s'est endormie. D'ailleurs, elle s'était assoupie déjà à la fin du mandat de M. Sarkozy. La question est de savoir si elle n'est pas en train de se réveiller à nouveau. L'analyse des économistes, généralement, c'est non, pas du tout. Ça va plutôt mieux, du moins toi, ça ne va pas plus mal qu'auparavant. Mais malgré tout, on est en train de payer des plans sociaux qui étaient programmés avant la présidentielle. Non pas qu'on a caché les choses, je ne le crois pas, c'est tout simplement parce qu'elles arrivent maintenant sur le tapis. Et il y en a beaucoup. Hier, il y avait 27 entreprises, des salariés de 27 entreprises qui s'étaient mobilisés pour rappeler à François Hollande sa promesse, en fait, qu'il n'a jamais faite clairement, contrairement à ce que l'on croit. Il n'a jamais dit « j'interdirai, si je suis président de la République, les licenciements boursiers ». Mais il n'a jamais dit qu'il ne le ferait pas non plus. C'est-à-dire qu'on est tous dans l'ambiguïté des campagnes électorales. Et donc, pour l'instant, effectivement, quand on voit ce qui se passe à Aulnay, par exemple, on voit les salariés sont choqués parce qu'il y a le plan social, bien entendu, mais en même temps, on les voit divisés, c'est-à-dire qu'on ne voit pas un mouvement général qui tient au fait qu'ils voient bien qu'il y a une crise et ils ne voient pas très bien comment ça pourrait être autrement. Alors vous dites divisés, Jean-Louis, est-ce qu'ils ne sont pas aussi quelque part résignés, Philippe? Parlons des salariés de Peugeot et de Renault qui continuent avec force évidemment de se battre pour leurs emplois, leur avenir, mais est-ce qu'ils n'ont pas intégré aussi la situation de l'automobile en France et en Europe? Ça va mal. Ah oui, ça va mal. Et l'automobile est un peu le révélateur justement de cette crise. On le voit bien, les voitures françaises ne se vendent plus, on n'en fabrique plus autant. Et puis c'est quand même des chiffres
vraiment très impressionnant de fermeture de postes. Enfin, c'est 8000 par-ci, on ferme Aulnay. Enfin, tout ça, ça a des conséquences humaines désastreuses. Et effectivement, les salariés, alors ils se battent. Certains n'ont plus envie de se battre aussi parce que ça dure depuis longtemps et que finalement, il faut aussi, à la fin du mois, vivre, acheter à manger. Et voilà. Et donc, effectivement, il y a une part de résignation. Alors, beaucoup avaient placé des espoirs dans l'élection de François Hollande parce que c'est un homme de gauche, c'est la gauche qui arrive au pouvoir, et puis ils se disent, finalement, les choses n'ont pas tant changé. Alors il y a un côté résignation, révolte, mais c'est surtout la résignation qui l'emporte, j'ai l'impression. Serge Raffi, au niveau politique, le pouvoir peut craindre des aigreurs, des déceptions, mais apparemment pas une coagulation de ces mouvements, en tous les cas. Oui, je crois que ce qu'a dit Jean-Luc Gambeau est assez juste, c'est-à-dire qu'il pense que les ouvriers dans ces situations-là ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un élément, le premier, c'est que le syndicalisme français est très faible, très affaibli, très divisé, qu'il n'y a pas de sortie politique, au fond, puisque la social-démocratie est au pouvoir, le Parti communiste n'existe pratiquement plus, il y a quelque part une petite fenêtre Mélenchon, mais à laquelle on ne croit pas beaucoup, donc il reste très peu d'espace. Et aussi, je pense que les travailleurs, les ouvriers, ont eux-mêmes accepté, conscientisé la crise, c'est-à-dire qu'ils sont complètement convaincus, et ce qui vient d'être dit est vrai aussi, c'est-à-dire que la crise n'est pas seulement une crise financière, mais une crise mondiale, une crise du marché mondial, c'est-à-dire la Chine, le Brésil en matière d'automobile, etc., occupent un terrain de plus en plus grand et vont l'occuper encore plus. Et donc forcément, la compétitivité dans laquelle on est aujourd'hui est telle que l'industrie automobile française est condamnée à souffrir pendant quelques années. Il faut restructurer, il faut se réadapter. On n'a pas le choix, il faut aller vers de nouveaux marchés. Peut-être qu'on ne l'a pas assez anticipé. Cette crise, c'est facile de le dire aujourd'hui. Mais je crois que ça, les ouvriers l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils sont dans ce sentiment de désarroi, comme ça a été dit. Et ça peut provoquer des colères et parfois peut-être des excès dans ces colères. Alors les syndicats divisés, mais selon Hervé Baudry, et c'est le cas, les salariés de Renault et de Peugeot en tous les cas sont sous la même banderole. Jean-Luc Gambeau, demain, 3 syndicats de la fonction publique, cette fois-ci CGT, FSU Solidaire, appellent à la grève. Est-ce que cela peut être le premier gros conflit ou le premier vrai conflit social du quinquennat ? Les 2/3 des fonctionnaires ont voté au deuxième tour pour François Hollande, comme d'ailleurs à peu près les 2/3 des ouvriers avaient voté pour François Hollande au deuxième tour. Et au bout du bout, ils se disent il n'y a pas beaucoup de changements et on se demande pourquoi. Et c'est plus patent encore chez les fonctionnaires que chez Aulnay ou dans les plans, sur la question des plans sociaux. Et là, pourquoi ? Parce que la contrainte est absolument évidente. On est engagé sur ces fameux 3%. Alors les salariés des fonctionnaires, voilà 2 ans qu'on a gelé le point d'indice, c'est-à-dire on pourrait dire le salaire de base des fonctionnaires, et on leur propose 1 an de plus, et même avec la conférence de presse de Mme Lebranchu d'hier, c'est sans doute 3 ans de plus. Donc, et elle dit, je n'ai pas les moyens de vous augmenter, de débloquer ce fameux salaire de base de point d'indice. Et alors, les fonctionnaires disent, mais alors à ce moment-là, il n'y a rien de changé. Mais on retrouve la même chose que tout à l'heure avec les ouvriers, c'est parce que les gens savent bien que, quelque part, ça dépasse leurs revendications. Il y a un impératif européen et français des 3%. Et on n'imagine pas que 3 syndicats puissent basculer, faire casser cet objectif-là. Philippe Gouillot, c'est une épreuve aussi pour ce pouvoir socialiste. Certains annoncent déjà la fin de la lune de miel avec le gouvernement. Ce que nous avons combattu sous la droite, prévient la CGT, ne saurait devenir acceptable sous la gauche. C'est ce que d'ailleurs dessine Hervé Baudry. Mince, il va falloir changer nos banderoles. Sarko du boulot, Sarko le peuple KO. On pourrait le dire de Hollande là. Oui, en fait, Hollande, il a une petite chance, c'est qu'il n'y a pas d'élection cette année. Mais après, on verra. La difficulté pour lui, c'est que ça risque effectivement de faire que son soutien populaire soit très faible dans les mois ou les années à venir. Alors, il y a beaucoup de gens à gauche, dans le gouvernement, qui s'interrogent. Est-ce que finalement, il ne faut pas sacrifier les échéances de 2014, les municipales, les européennes, et puis se concentrer sur les dernières années du quinquennat, 2016-2017, où ils espèrent que la crise sera passée, ou en tout cas sera moins violente,
Hollande, et où, à ce moment-là, ils pourront engranger les fruits de ces efforts qu'on a demandé au peuple français. Alors c'est risqué, et puis les socialistes, qui sont quand même souvent des élus locaux, vont pas voir ça d'un très bon œil, mais c'est peut-être la solution pour Hollande, montrer qu'il est finalement très ferme, qu'il se tient à cette politique qu'il a choisie, et puis attendre que ça passe. Serge Raffi, cette réflexion, 2 temps sur le quinquennat, d'abord l'obscurité entre guillemets et puis la lumière, c'est plausible, c'est envisagé en tous les cas par le gouvernement? S'ils font de la politique, c'est quand même pour essayer de réussir. Mais je crois que ce qui a été dit est vrai. C'est-à-dire que François Hollande, en 2007, il ne faut pas oublier que quand François Fillon va à Matignon, il utilise la fameuse formule je prends un État en faillite. Ce mot-là, il avait mis en place une politique qu'on appelait les RGPP, la révision des politiques générales, qui a été mise en place, que la gauche, et moi-même à l'époque, vilipendait. François Hollande, finalement, il ne touche pas beaucoup à tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grande révolution, et donc les fonctionnaires, forcément, se sentent un peu flous, ils espéraient un peu plus. Il y a eu l'armée les espoirs sont douchés, là. Et la police, où on a fait quelques efforts en matière de sécurité, et l'éducation, mais sinon tout le reste, évidemment, on serre les boulons partout, parce qu'il y a effectivement cette logique de plaire au marché. François Hollande a choisi clairement dès le début, mais au fond, peut-être qu'il y en a qui ont été déçus, mais ceux qui lisaient son programme et ceux qui connaissent son histoire savent que c'est un social-libéral, que c'est un social-démocrate, et qu'effectivement, il se serait engagé sur une politique, on peut dire, proche de celle qu'aurait menée Jacques Delors à l'époque, où il aurait pu être président de la République. On est dans cette logique-là, donc il n'y a rien de très surprenant, simplement, il applique cette politique, et pour le moment, il s'y tient. Oui, alors vous dites... de ces clubs doloristes, des clubs témoins, si ma mémoire est bonne. Donc il n'y a effectivement pas de surprise. Et puis ce qu'il y a aussi, beaucoup de gens commencent à... Vous n'avez pas été surpris tous? Sur sa ligne là, non, moi j'ai pas été surpris qu'il choisisse cette ligne-là, je dois dire. Alors vous avez dit, Serge Raffi, plaire au marché. Jean-Luc Gombault, il y a aussi un enjeu des finances publiques. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre du gouvernement pour les fonctionnaires. Le budget prévoit 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État. Il n'y a rien à donner de plus. Exactement. Et quelque part, je me demande, cette réflexion de dimanche dernier de M. Sapin, qu'on a qualifié de gaffe, lui il a dit que c'était de l'ironie, quand il a dit... Vous pensez que c'est un message subliminal? Je ne sais pas si c'est un message subliminal, mais il y a une réflexion dans les couches du pouvoir de savoir comment on peut négocier le fait qu'on n'atteindra pas les 3%. Et si vous dites, par exemple, les autres, je veux dire ceux d'avant, m'ont laissé un État totalement en faillite, je ne peux pas être tenu responsable, je fais tous les efforts possibles pour ne pas atteindre les 3%. Il y a derrière, je ne sais pas si on peut parler de message subliminal, mais il y a quand même quelque part une volonté, une volonté. Et quand vous parlez à ces gens-là, ils vous le disent, ça va être extrêmement difficile, d'autant plus que on voit bien qu'on n'atteindra pas la perspective de croissance de 0,8, qu'on va être sur du 0, 0,1, si tout va pas trop mal. Donc les 3% sont inatteignables. Et là, ça va être un sujet européen. Et la manière dont François Hollande et son équipe va essayer de négocier le fait qu'on ne pourrait peut-être pas atteindre les 3%, c'est un enjeu majeur. Puisque vous dites sujet européen, justement, Philippe Gouliot, est-ce que la France n'est pas en train d'attendre que d'autres pays en Europe disent la même chose? On ne peut pas atteindre ces niveaux-là, et justement, parce qu'on ne peut pas les atteindre collectivement, chacun laisse tomber cet objectif inatteignable. Si, bien sûr, je pense que c'est ça la stratégie actuelle, mais évidemment, ça ne va pas être facile quand même, parce qu'il y a un moment où on va demander des comptes à François Hollande. Enfin, Hervé, là, les Français là vous allez loin, Hervé Baudry. Allez, vous n'êtes plus rédacteur en chef. Non, vous êtes héros, il nous faut de l'argent, si on prenait à Cunir. Serge. Non, mais je crois que François Hollande a une obsession, c'est la dette. Et donc il faut impérativement que les taux d'intérêt faits par le marché ne bougent pas. Et là, pour le moment, on s'en sort plutôt bien. On est plutôt chanceux pour le moment. Donc, l'obsession du gouvernement et de François Hollande, c'est que ça ne bouge pas. Donc, il faut systématiquement donner des gages au marché que la France reste dans ces clous-là. Et c'est vrai que les 3%, ça, on sait que ça sera difficile. Moi, je crois que c'est même pas subliminal, c'est qu'au fond, il prépare l'opinion. Et si Michel Sapin, parce qu'au début, quand le gouvernement a été nommé, on dit Michel Sapin, il est seulement ministre du Travail, mais c'est le ministère aujourd'hui le plus important politiquement. Ce n'est pas un hasard si l'homme le plus proche
de François Hollande est l'homme le plus politique de tous les compagnons de route de François Hollande est à ce poste, c'est parce qu'ils savent pertinemment que la grande question, c'est toujours la même, c'est celle de l'emploi. Et nous en parlons ce soir, nous avons parlé d'emploi, de social, mais l'actualité est dominée par le sociétal, par toutes ces réformes. Alors il y a bien sûr le mariage pour tous actuellement en débat, peut-être aussi le droit de vote des étrangers à venir. Il y a, Philippe Goulot, bien sûr, une force, une portée symbolique qui est réelle pour ces réformes. Oui, bien sûr. D'abord, honnêtement, il faut reconnaître qu'elles ne coûtent pas cher. Donc, quand il n'y a pas d'argent, on peut faire des réformes sociétales. Et puis aussi pour un président de la République qui arrive en fonction, c'est pas mal d'avoir en début de mandat une réforme sociétale majeure, comme peut l'être le mariage homosexuel, ou comme l'a été en son temps l'abolition de la peine de mort pour François Mitterrand, l'avortement pour Valéry Giscard d'Estaing, ou la suppression du service militaire pour Chirac. Enfin, c'est chaque fois des réformes qui sont importantes et qui marquent un début de mandat. Là, évidemment, il y a... moi, je m'interroge sur l'opportunité d'avoir relancé le débat sur le droit de vote des étrangers au moment où s'ouvre le débat à l'Assemblée nationale sur le mariage gay. Là, regardez la belle rime d'Hervé Baudry. Tant qu'on parle de réforme sociétale, on ne parle pas de Mittal. Bah oui, mais c'est tout à fait ça. Effectivement, ça aussi. La prochaine fois, je vais... Alors, la droite, d'ailleurs, utilise beaucoup cet argument en accusant Hollande de faire diversion, un écran de fumée avec ses réformes. En même temps, c'est pas parce qu'il y a la crise qu'on doit arrêter de faire des réformes sur des sujets de société. Sinon, quand les ferait-on? Ils étaient inscrits dans son programme. Oui, en plus, bien sûr. Non, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, au-delà des convictions des uns et des autres, c'est la violence. Moi, j'ai un peu honte de ma classe politique en ce moment. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne me fait pas du tout plaisir. Je pensais que notre pays était un pays majeur, un pays adulte qui était capable d'avoir des débats un peu sereins, surtout sur des questions aussi complexes où effectivement, et on a vu votre invité, le responsable du comité consultatif national d'éthique, M. Ameisen, c'était passionnant parce que là, tout d'un coup, on avait quelqu'un qui était posé, qui nous disait des choses sensées, claires, sans langue de bois politicienne, comme on en entend dans les travées de l'Assemblée nationale. On a entendu des choses épouvantables entre hier et aujourd'hui. On a entendu des choses incroyables qu'on n'aurait pas pensé sur les mères porteuses, le retour à l'esclavagisme. On entend des choses que la droite, mais je pense qu'ils ont complètement perdu les pédales. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. C'est le mot. Ils n'ont pas compris. Elle est bien bonne. Ils n'ont pas compris que la défaite de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas une défaite par hasard. C'est qu'il y a eu une campagne qui a été menée. Ils n'ont pas fait l'inventaire du tout des raisons de l'échec de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire une campagne quasiment d'extrême droite, en stigmatisant les profiteurs, en stigmatisant les différences, les immigrés, etc., etc. C'était une campagne d'extrême droite. Et je crois qu'il continue. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette ligne-là, en ce moment, sur les questions du mariage pour tous, et les autres questions, PMA, GMA, etc., GPA, pardon, c'est François Fillon. François Fillon ne parle pas. Oui. Or, il a parlé aujourd'hui. Oui, mais très très peu. J'ajouterais à ce qui vient d'être dit par Serge, c'est que quand on discute avec les gens, c'est pas ma spécialité, n'est-ce pas? Mais quand même, je discute. On s'aperçoit, cette violence que vous dites, on la voit dans la population aussi. Et des gens sont profondément choqués, cette affaire. L'histoire de la réforme sociétale, je suis d'accord, le problème, c'est qu'elle contribue aussi à diviser. Les gens sont divisés sur la crise, et ces réformes qui sont proposées là, même sur le vote des étrangers, sur le mariage homosexuel, divisent encore sur d'autres volets la population française. Oui, mais et je m'interroge... Hein, pourquoi oui, pardon? Parce qu'il y a eu une propagande hallucinante non, parce que ça touche qui a à été des menée problèmes... par les adversaires du C'est mariage pas la propagande homosexuel. Alors, sur le thème que la famille française est en danger. Alors au contraire, la famille française n'est pas du tout en danger, au contraire, elle s'élargit. Oui. Deux avis, deux opinions. C'est vrai que la France, on l'a vu en tous les cas dans la rue, est divisée avec des avis très tranchés, mais est-ce que ça ne permet pas, surtout à François Hollande et aussi, de fédérer sa gauche, de rassembler sa gauche? Ceux qui ont voté pour François Hollande, dans les sondages, beaucoup reprochent à leur président de ne pas être suffisamment à gauche. Est-ce qu'avec ces réformes sociétales, c'est un signal qu'il donne aussi?
Oui, bien sûr, c'est un signal qu'il donne à la gauche. Vous voyez, je suis de gauche puisque je fais ces réformes, ça c'est certain. En même temps, c'est un engagement qu'il avait pris, donc on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant de ça, ou alors... Mais la France divisée aujourd'hui, vous pensez qu'elle restera longtemps? On a vu ces réformes passer en Espagne, et puis on voit que le débat aujourd'hui, d'abord il est inexistant, que c'est complètement apaisé. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps tout de même, que ce débat dure trop longtemps. Je crois que les Français n'ont pas très envie qu'on continue à en parler d'ailleurs. Non, je pense qu'il prend une mauvaise tournure là, je pense. C'est pour ça que c'était probablement pas très opportun de relancer aussi le débat sur le droit de vote des étrangers. Sur la GPA aussi. Oui. La GPA, là, il y a eu une maladresse. Et effectivement, à partir du moment où on consulte le comité d'éthique, il fallait attendre le comité d'éthique pour faire tout ça, peut-être. Alors, messieurs, comme tous les mercredis, à présent, la revue de vos hebdos apparaître demain dans vos kiosques. Et on va commencer par l'Express, qui titre sur un scandale caché, petite combine d'élus au pot de vin, des gros contrats à l'export. La France est loin d'être exemplaire selon l'hebdomadaire Pire. Jean-Luc Gombault, elle est l'un des mauvais élèves de l'Europe. Déjà, elle n'est pas très bien classée. Vous savez, par Transparency International, on n'est pas très bien classé. Hein. C'est dit. Le Nouvel Observateur à présent qui consacre sa une au diplôme qui donne du travail. C'est une sorte de guide anti-chômage. Le journal a enquêté sur les cursus les plus efficaces pour trouver du travail. Donc on va acheter les diplômes. Et en dessous, il y a un bandeau sur Zlatan Ibrahimovic qui lui a trouvé un bon travail quand même. Oui, savez-vous ce que c'est? Oui. Savez-vous ce que c'est d'ailleurs que zlataniser? C'est lui-même qui le dit. C'est dominer. Ah oui. Hein, bon. Enfin, le point qui revient sur l'affaire Free et cette question, Xavier Niel, imposteur ou héros? Votre avis, messieurs? Astucieux. Astucieux. C'est ni un imposteur ni un héros, mais c'est un grand bonhomme. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Hervé Baudry, Serge Raffi, Jean-Luc Gombault et Philippe Gouliot. La dernière page du 22h avec à présent votre chronique Ciné Minute du mercredi soir. Sans lui, Barack Obama n'aurait sans doute pas pu être président des États-Unis. Abraham Lincoln a pesé à tout jamais dans l'histoire américaine. L'abolition de l'esclavage, et la fin de la guerre de sécession ont marqué son second mandat. Un film lui est consacré. Il est signé Steven Spielberg et il vous est présenté par Simon Barbary. Regardez. 100 shells a minute till they surrender. Dear God. Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man. Congress must never declare equal those whom God created unequal. You're going to try to pass the amendment to abolish slavery. No one's loved as much as you by the people. Don't waste that power. C'est un mythe de l'histoire des États-Unis, l'intouchable président des présidents américains, Abraham Lincoln. En 1865, il vient de commencer son deuxième mandat et doit faire face à deux défis, pacifier une nation déchirée par la guerre de sécession et abolir l'esclavage. Come February the 1st, I intend to sign the 13th Amendment. A fight like this is to the death. Those Southern men are coming to propose peace. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage, and unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir. It's done. Lincoln déclarait qu'un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Steven Spielberg, dans sa mise en scène, suit l'adage de son héros. Pas de scène d'action, l'intrigue se déroule au Parlement et dans le cabinet d'études du président, interprété par l'excellent Daniel Day-Lewis. Tout est affaire de dialogue, de discours, d'invectives et de joutes verbales. Bref, un film sur les arcanes de la politique et un magnifique hommage à la démocratie. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout de suite l'émission. Déshabillons-les. Je vous souhaite une belle soirée. À demain, avec plaisir, bien sûr.
Mais attendez, je ne fais pas de la politique pour qu'on marche sur les pieds. Je ne fais pas de la politique pour cautionner des pratiques qui ne me paraîtraient pas acceptables. Elle avait l'image de la ministre bosseuse et consensuelle, mais depuis la primaire sanglante à l'UMP, Valérie Pécresse s'est jetée dans l'arène, quitte à donner des coups et à en recevoir. Alors quelles leçons en tire-t-elle de cette bagarre et des autres qu'elle a menées en pilotant une des réformes les plus ambitieuses du quinquennat Sarkozy? Et comment se forger une image médiatique au premier plan quand on est une femme et pas forcément du genre à aimer parler de soi? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, en tout honneur Valérie Pécresse qui nous a reçus dans son bureau de chef de file de l'opposition à la région Île-de-France. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. En préparant l'émission, on a vu pas mal d'images qui semblent déjà très anciennes, notamment une que je voulais vous montrer très rapidement. Ce sont les images de votre premier conseil des ministres en 2007. La ministre de l'Enseignement supérieur entre en scène. 2 heures après sa nomination, Valérie Pécresse arrive rue de Grenelle pour la passation de pouvoir. Il lui faut désormais peser chacun de ses mots. Je crois que François Fillon et Nicolas Sarkozy, pardon, excusez-moi, je recommence tout. Je crois que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il n'y ait plus aujourd'hui de ministère délégué parce qu'ils pensent qu'il vaut mieux que chaque ministre ait un périmètre de responsabilité personnelle à part entière. Voilà, donc là vous débarriez votre carrière de ministre, vous êtes resté 5 ans au gouvernement. Et alors, pendant longtemps, vous avez eu cette image qu'on voit un petit peu dans cet extrait extrêmement consensuel, apaisé. On a l'impression que vous vouliez vraiment toujours bien faire. Enfin, c'était un peu l'image qu'on avait de vous, vous allez nous dire. Et on a eu envie de la comparer à une image plus récente, des images plus récentes lorsqu'on vous a vu en première ligne lors de la guerre, on va dire, Fillon-Copé, par exemple, lorsque vous exigez que le recomptage des voix se fasse par une instance indépendante. Je vous montre. Si on refuse une instance indépendante, c'est en réalité un aveu. C'est qu'on veut être jugé par une commission à sa botte. S'envoyer comme ça des insultes vraiment d'une violence terrible, je crois que notre parti vraiment va souffrir et nos militants souffrent et moi je ne veux pas que nos militants soient meurtris. Voilà, et c'est vrai qu'en préparant l'émission, on a l'impression que vous avez un peu perdu ce côté très consensuel pour devenir la passionnariat de François Fillon. Alors laquelle de ces deux images vous ressemble le plus? Et je crois que les deux. D'abord, j'ai jamais été consensuelle. J'ai commencé ma carrière politique sur une réforme de l'université qui a mis beaucoup d'opposants dans la rue. Donc je crois qu'on m'a toujours nommée à ce poste parce que justement on savait que j'étais plutôt une bagarreuse, quelqu'un qui défendait ses convictions. Et je crois que le mot courage est un mot dont on a pu à certains moments, à juste titre, me qualifier parce que ça a été très dur. Toute ma vie politique a été très dure. Alors la question c'est de savoir si ma carapace s'est épaissie. Elle s'est épaissie comme tous les hommes politiques parce que on encaisse des coups, on subit des défaites, des échecs. On apprend beaucoup de ces défaites et de ces échecs. Mais je suis une femme qui écoute. Je n'ai jamais de certitude sur les sujets. Donc c'est pour ça que cette image de consensus, vous l'avez sans doute eue. Et cette image de consensus, je l'ai encore aujourd'hui quand je fais de la politique. En tout cas, j'essaye de l'obtenir. Et cette image que vous aviez, un peu ce que j'avais évoqué, un peu bonne élève, bosseuse, travailleuse, c'est une image qui vous agace ou vous avez envie d'effacer aujourd'hui ou au contraire, vous considérez que ça vous correspond et que c'est une bonne chose? Ça c'est sûr. Je ne suis pas dans les sbroufs, pas dans la gonflette, pas dans la mégalomanie. Ça ne me ressemble pas. Je vais vous dire, c'est très rassurant pour les Français qui votent de temps en temps pour moi, parce que je crois qu'ils savent qu'en fait, moi, je ne crois qu'au travail. Je ne crois qu'à mes responsabilités. Quand on me confie une mission, je la remplis jusqu'au bout. Je suis travailleuse, je suis bosseuse. Voilà, c'est tout, et je ne vais pas m'en excuser. D'accord. Alors, donc on a évoqué rapidement les changements. Vous disiez, ma carapace s'est épaissie forcément en 5 ans, 6 ans même. Alors, il y a un changement moins visible à l'image, mais paraît-il extrêmement important pour vous dans votre parcours. On va y revenir. C'est une rupture, celle avec Jean-François Copé, intervenu l'été dernier, lorsque vous décidez de soutenir François Fillon et non celui dont on vous croyait jusqu'alors la plus proche. Alors, je voudrais vous faire écouter un extrait où vous expliquez votre choix devant les militants, suivi du commentaire d'un journaliste, Bruno Jeudi, qui connaît bien la droite et qui vous connaît bien aussi, je crois. Alors vous allez me dire, c'est un choix difficile. Oui, c'est un choix difficile. Ça l'était particulièrement pour moi,
parce que j'étais une amie de Jean-François Copé et j'étais 5 ans ministre de François Fillon. Donc j'étais vraiment dans une situation qui est peut-être celle de certains militants qui ont de l'affection pour les deux et qui se disent mais comment on va choisir? Alors moi, pourquoi j'ai choisi François? J'ai choisi François parce que je me suis dit, voilà, on doit reconquérir en 2014 les mairies, on doit gagner le Sénat en 2014, donc il faut qu'on gagne tout de suite, très vite. Alors, qui pour diriger l'UMP dans ce combat? Et moi, après y avoir réfléchi, je me suis dit que la bonne personne, c'était François Fillon. La bonne personne, c'est François Fillon parce qu'il a aujourd'hui une popularité qui est incroyable. Mon choix, il est militant. Mon choix, c'est un choix de conviction, c'est pour qu'on gagne. C'est pas un choix entre un tel et un tel parce que je suis plus copine avec un tel ou avec un tel. C'est un choix militant. Bon, il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Hein. C'est effectivement, elle était amie de Jean-François Copé et même, j'allais dire, très proche de Jean-François Copé. Hein. Il faut d'abord, si on refait un petit peu le parcours de Valérie Pécresse, elle est élue au régional en 2004 sur une liste qu'elle conduit dans les Yvelines, une liste qui est conduite en fait par Jean-François Copé sur l'ensemble de la région. Et à cette époque-là se noue entre eux une vraie complicité, hein, parce que c'est elle qui écrit le programme pour les régionales de Jean-François Copé, et ils ont une habitude pour travailler ensemble. Valérie Pécresse était conseillère de Jacques Chirac de 1998 à 2002 lorsque Jacques Chirac était président de la République. Jean-François Copé, lui, a été ministre à partir de 2002. Donc il y a une vraie proximité, une espèce d'amitié, hein, et puis aussi proximité politique. Donc pourquoi on en arrive à cette situation-là? Parce que c'est vrai que c'est une vraie surprise. Hein. Valérie Pécresse, c'est une rupture ce qu'elle fait au mois de juin, là, enfin juin-juillet. C'est une vraie rupture à la limite un peu affective et un peu politique, un peu les deux. Hein. Et ça crée entre eux une vraie brouille. Jean-François Copé, pendant des semaines, il nous a parlé de la trahison de Valérie Pécresse. Alors ensuite, il y aura la trahison de François Baroin. Hein, parce que, mais elle n'est pas la seule des voilà, elle n'est pas la seule, mais c'est d'abord elle. Et il y a une vraie crispation de Copé sur la personnalité de Valérie Pécresse. Qu'avez-vous pensé, Jean-François Copé, de cette phrase de Valérie Pécresse sur Figaro.fr quand elle dit « Les militants auraient aimé être plus utiles pendant la campagne, ils n'ont pas été suffisamment envoyés sur le terrain pendant la campagne présidentielle ». Sous-entendu, pas suffisamment envoyés sur le terrain par vous, Jean-François Copé. Oui, ça m'a fait beaucoup de peine parce que, en réalité, bon, que Valérie m'attaque midi et soir, c'est son droit, même si bien sûr je le regrette beaucoup. Mais je pense qu'on ne peut pas prendre les militants en otage de cela. Ils ont fait une campagne extraordinaire. Et souvent, elle l'a raconté d'ailleurs, Valérie Pécresse, à cette époque-là, qu'au fond, pour elle, elle aussi, elle a à peu près le même âge que lui, elle est ambitieuse et qu'au fond, elle pouvait aussi s'émanciper et avoir sa propre personnalité. Et vous voyez bien qu'avancer derrière le sillage de Jean-François Copé, c'était sans doute pas avoir la place qu'elle visait, à savoir une vraie place de premier plan. Or, François Fillon lui propose d'être la secrétaire générale de l'UMP s'il est élu. Alors, il y a une rupture affective, il y a aussi un peu une rupture politique. Je crois qu'elle le dit d'ailleurs dans l'extrait, c'est assez intéressant. Elle a été 5 ans la ministre de François Fillon. Oui, elle a fait tout le mandat. Et parmi les ministres de François Fillon qui est un personnage un peu solitaire, qui ne donne pas beaucoup de lui, qui est assez secret, un peu introverti, c'est des reproches qui lui sont généralement faits. Il y a une ministre avec qui il a bien travaillé, avec qui c'est toujours bien entendu globalement pendant ces 5 années. Valérie Pécresse en fait partie. Et puis, dernière raison qu'il faut rappeler, c'est que Valérie Pécresse, comme d'autres, comme François Baroin, ils ont pas bien digéré l'affaire des mousquetaires. Vous savez, les mousquetaires, c'était ces jeunes cadras qui se sont réunis un peu autour de Jean-François Copé. Et ils formaient une bande comme ça. Et en gros, on allait faire de la politique autrement. Nous, on s'entend bien. On n'est pas comme nos aînés qui se sont écharpés pendant des années. Et puis cette belle affaire des mousquetaires, elle a volé en éclats lorsque Jean-François Copé a dit « Moi, je me présente comme secrétaire général, vous êtes tous derrière moi » et plusieurs sont restés à quai, dont Valérie Pécresse. Ils se sont sentis instrumentalisés par les ambitions de Jean-François Copé. Tout pour lui, rien pour nous. C'est ça que vous vous êtes dit, tout pour lui et rien pour nous? Non, mon choix pour François Fillon, c'est d'abord un choix politique et vous l'avez très bien montré. La question aujourd'hui qui se pose, c'est comment empêcher François Hollande de garder la présidence de la République pendant 10 ans et d'emmener le pays dans le déclin. Parce que là, on n'est pas... Non, mais attendez, on n'est pas dans la crise, on est dans le déclin. Après,
les questions d'amitié sont des questions importantes aussi. Moi, je crois que Jean-François Copé a eu une singulière conception de l'amitié à certains moments, mais je ne veux pas revenir sur ces questions-là. Donc, je pense que c'est entre lui et moi. Et voilà, il ne faut pas en faire trop étalage. D'accord, mais ce que dit ce journaliste qui vous connaît bien, qui connaît bien la droite, c'est qu'ils vont dire qu'il est à peu près, il est dans le juste ou il est à côté de la plaque? Bon, je crois qu'il ne connaît pas ma relation personnelle avec Jean-François Copé et la façon dont elle a pu être égratignée par un certain nombre de comportements. Mais là encore, ça n'est pas la raison de mon choix. La raison de mon choix, elle n'est pas personnelle, elle est politique. Et c'est une vraie question que chaque électeur de l'UMP doit se poser. Qui, aujourd'hui, est le meilleur candidat pour nous faire gagner en 2017? Cette question, il faudra bien qu'on se la repose un jour. D'accord, donc ça veut dire que les égratignures, c'est une chose, mais que vous seriez été prête à supporter certaines égratignures, à supporter certaines choses, si vous aviez considéré qu'en tant que militante, il fallait les supporter, c'est ça? C'est exactement ça. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer de faire gagner mes idées et surtout de faire gagner la France. Il dit quand même quelque chose, il emploie un mot qu'on a beaucoup utilisé et qui est un peu galvaudé, mais qui est quand même important, c'est le mot de rupture. Il dit que ça a été une rupture dans votre parcours parce que jusqu'à présent, je l'ai évoqué, hein, vous aviez réussi à avoir une position quand même assez consensuelle au sein de votre parti, j'entends, voilà, chiracienne, vous avez soutenu Sarkozy, ça s'est toujours bien passé. Là, il dit que c'est une rupture, c'est la première fois que vous faites un vrai choix. Est-ce que c'est important, ce genre de rupture dans une vie politique? Ce qui est important, c'est que je crois que maintenant, je suis vraiment une femme libre. C'était difficile avant. Entre 2005 et 2007, j'étais porte-parole de l'UMP. Quand on est porte-parole de l'UMP, on porte la parole du parti. Donc on ne peut pas... parfois, on pense des choses différentes, on met un peu un mouchoir dessus. On dit jamais le contraire de ce qu'on pense, mais on mezza voce, on fait taire ces dissonances. Après, j'ai été au gouvernement et ensuite... porte-parole du gouvernement. Là encore, quand on est porte-parole d'un gouvernement, on porte la parole. Donc là aussi, mezza voce, un certain nombre de dissensions. Par exemple, j'étais radicalement contre la circulaire Guéant sur l'accueil des étudiants étrangers. Je l'ai écrit à Claude Guéant, je l'ai écrit au président d'université en leur disant que j'allais tout faire pour faire changer cette circulaire. Mais j'allais dire... officiellement, j'étais porte-parole du gouvernement, je défendais l'action de ce gouvernement. Donc j'ai été dans une action politique, je ne le regrette pas, ça fait partie aussi du métier. Mais aujourd'hui, je ne suis plus porte-parole de personne. Voilà. Je ne suis plus porte-parole de personne. Il n'y a pas d'embrigadement de Valérie Pécresse avec un tel ou avec un tel. D'accord, donc cette fonction de porte-parole, on va dire, que vous avez souvent eu, c'est vrai, et même d'ailleurs, on a eu l'impression que vous étiez aussi un petit peu... même la porte-parole de François Fillon, qui s'était très peu exprimé à certains moments, vous n'en voulez plus, c'est fini, ça vous correspond plus. On va dire que je sais faire, je sais faire, mais on va dire aussi que je sais faire autre chose. Et alors, j'ai autre chose à dire. Alors bon, vous ne voulez pas revenir sur les détails de votre relation avec Jean-François Copé, on ne va pas y revenir, mais quand même, il évoque les mousquetaires. Vous formiez une espèce de, groupe, une petite bande avec François Baroin, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, Christian Jacob, et votre idée, c'est de faire de la politique autrement, si on a bien compris, de ne pas se tirer dans les pattes comme les autres. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la politique autrement, que finalement, c'est quoi la leçon que vous tirez de cette expérience avortée? Vous avez raison, c'est peut-être qu'on ne peut pas faire de la politique autrement. C'est vrai qu'à un moment donné, il y en a un qui veut être chef, et puis il dit à tout le monde, bon c'est moi le chef, et Bruno Le Maire a dit, pas forcément, François Baroin a dit, non, et moi j'ai dit, le meilleur chef c'est François Fillon. D'accord. Donc, vous voulez dire que c'est systémique, c'est propre à la politique ou c'est une question de personne? C'était pas forcément avec cela qu'on pouvait faire de la politique autrement? C'était peut-être systémique, c'est peut-être qu'il y avait trop de talent dans ce groupe. Ah, c'est ça, trop de talent, d'accord. Bon, alors votre ambition, en fait, dans ce choix, par exemple, elle n'a pas été... C'est de gagner ma liberté. D'accord, voilà. c'était votre liberté. Je ne suis plus embrigadée par un tel, embrigadée par un tel. Moi, voilà, je vous dirai ce que je pense. Quelquefois, ça vous surprendra. Ce ne sera peut-être pas ce que vous attendez, j'allais dire, de l'UMP. Ce sera peut-être autre chose. Mais voilà, ce sera Valérie Pécresse. Sur ces 5 ans, vous avez évoqué, ministre fier d'avoir été ministre de Nicolas Sarkozy. Alors, vous avez une longévité exceptionnelle. Avec Roselyne Bachelot, vous êtes resté 5 ans au gouvernement avec 2 postes, le budget en fin de mandat. Chacune dans son style. Voilà, chacune dans son style. Avant l'enseignement supérieur, vous avez piloté des réformes difficiles, l'autonomie des
universités, celle du statut des enseignants-chercheurs, avec à la clé souvent des tensions et parfois des universités bloquées, comme par exemple en 2009 à Strasbourg. Voilà, je propose de revoir un extrait d'un reportage télé commenté toujours, c'est la suite du commentaire de Bruno Jeudi. L'inauguration de la plus grande université de France aurait dû être célébrée en grande pompe, mais aujourd'hui l'université de Strasbourg est en grève et près de 2000 étudiants et enseignants sont dans la rue. À l'intérieur, une poignée d'opposants aux réformes va perturber le discours de Valérie Pécresse, faisant référence à Goethe. Si vous ne me respectez pas, respectez au moins Goethe. Dans une conférence de presse, la ministre a écarté toute idée d'un retrait du décret en se voulant rassurante. Et l'essentiel des craintes qui s'expriment vient de la façon dont il va être appliqué concrètement. Parce que vous avez un texte, c'est un peu abstrait. Ça a été un vrai test pour elle, parce qu'en fait, elle conduit une des réformes les plus compliquées que le gouvernement et Nicolas Sarkozy ont menées